Bonjour, je m'appelle Chouchiane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une conférence de presse à la tribune parlementaire à Ottawa a eu lieu mardi dernier. 5 anciens chefs, accompagnés par la directrice générale de la communauté de Kiksakik, ont présenté des allégations sur la gouvernance de la communauté. Ils demandent l'intervention de la ministre des Services aux Autochtones Canada, Patty Hajdu. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Une prière pour la force et le courage. On a tout essayé. Car dénoncer publiquement son conseil de bande d'allégations à la tribune de presse au Parlement d'Ottawa, c'est ce que ce groupe de la communauté de Kiksakik ont utilisé pour se faire entendre. Je commence en demandant l'intervention urgente de la ministre fédérale des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu. Le groupe demande la destitution du chef actuel et le congédiement de la conseillère aux projets spéciaux. Il ordonne également une enquête publique indépendante sur les agissements du Conseil et de leur gestion des finances. Parmi ce groupe, il y a d'anciens chefs, dont Augustin Penesoué, qui a été élu chef en 1992. Ici, il est accompagné de Doris Papati, directrice du Conseil des Anishinaabeg de Kiksakik depuis 1997. Catherine Anishinaabe, quant à elle, a été chef de 1992 à 1995. James Papati, à droite, a brillé ce poste de 1997 à 2005. Puis, Edmond Brazeau, à gauche, lui a succédé de 2005 à 2009. Suivi d'Adrienne Anishinaabe, au centre, qui a été chef de 2009 à 2017. Kiksakik compte un peu plus de 500 membres, dont 379 résidents, selon Services aux Autochtones Canada. La communauté n'a pas de statut de réserve selon la loi sur les Indiens. Par conséquent, il n'y a pas de service d'aqueduc ni de service d'électricité. Cependant, les résidents attendent la mise en service de l'électrification en 2025. Dernièrement, une résolution sonne l'alarme. Une résolution que le Conseil de Kiksakik a signée en date du 15 mars. OK. Et dans lequel là, il enlevait toute l'autorité quant au département des finances et les ressources humaines à la direction générale. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de Kiksakik que même s'il y a une résolution, en plus, un chef ne se donne pas un mandat. Tu sais, ça ne se fait pas. Par ailleurs, Catherine Anishinaabe, conseillère du Conseil des Anishinaabeg de Kiksakik, avoue être témoin des décisions prises par les membres du Conseil. Alors que le Conseil de Kiksakik est formé de 4 conseillers et d'un chef. Cette résolution concentre donc tous les pouvoirs dans les mains du chef lui-même. Je suis très inquiète. Doris Papati est directrice générale au Conseil des Anishinaabeg de Kiksakik depuis 27 ans. Elle affirme être victime d'intimidation. Elle ajoute que par la résolution du 15 mars dernier, elle perd l'essence de son pouvoir en tant que directrice générale, l'excluant de ce fait à toutes les rencontres liées à ce poste. Par conséquent, à la page 8 des règles des procédures de régie interne, 6 des principales responsabilités de la direction générale sont décrites. Dorénavant, la directrice pourra seulement exécuter 2 des premières responsabilités et 2 des dernières sur la liste, sans avoir recours aux données provenant des finances et des ressources humaines. Je tiens à préciser que je n'ai eu aucune rencontre, aucun avis disciplinaire, aucune gradation des mesures avant le 15 mars dernier. APTN a fait une demande d'entrevue auprès du chef Régis Penesoué à la suite de la conférence de presse. Le Conseil ne désire pas réagir pour le moment et il prend acte des propos de l'activité médiatique de ce matin. En outre, par courriel, Services aux Autochtones Canada explique qu'il continue à collaborer étroitement avec la communauté de Kiksakik afin de soutenir ses ambitions et de trouver des solutions à long terme pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de ses membres. Le ministère prend très au sérieux les allégations et les plaintes concernant l'utilisation abusive des fonds publics. À cette fin, il a mis en place une procédure visant à garantir que ces allégations et plaintes sont examinées de manière appropriée et que des mesures adéquates sont prises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient ici avec l'espoir que
quelqu'un à quelque part dans ces buildings va nous entendre. Ce groupe s'est déplacé à Ottawa dans le but de se faire entendre par le gouvernement fédéral. Devant la flamme du centenaire, ils espèrent que ce voyage aura des répercussions positives sur l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un nouveau long-métrage sur un accident survenu en 1977 qui a coûté la vie à 5 membres de la nation atikamekw sera présenté dans les salles de cinéma à travers le Québec le 5 avril prochain. Le film est réalisé par la cinéaste québécoise Chloé Leriche et il comprend des performances d'acteurs atikamekw comme Jacques Newashish. Maricela Amador nous raconte. T'es connais-tu ou t'es connais pas? Durant l'été 1977, 5 Atikamekw de la communauté de Manawan se sont noyés lorsqu'une camionnette a glissé de la route dans une rivière voisine. C'est Thérèse! Alors que 2 hommes non autochtones, le conducteur et son ami, ont survécu. T'avais pas dit quoi? Ah, on n'avait pas dit. T'avais rien pris? Pas tout. Les autorités locales ont déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Tu donneras ça à Manawan. Mais pour les familles des victimes, de nombreuses questions restent sans réponse. C'est un film qui parle de racisme, mais surtout de racisme systémique. Et je trouve que les Autochtones au Canada vivent énormément d'injustices à plusieurs niveaux. Et écoute, j'aurais pas passé 8 ans de ma vie si je trouvais pas ça extrêmement important. Chloé Leriche est la scénariste et la productrice du long-métrage Soleil Atikamekw. Elle a pris connaissance de cette tragédie en 2014 par la sœur d'une des victimes. La cinéaste déclare qu'à travers cette histoire, elle a pu comprendre une partie de l'histoire des Atikamekw. L'actrice Lise Yolande Awashish est Atikamekw de la communauté d'Obidjiwan. Elle a interprété Lucie Petitquay, une mère ayant perdu son fils dans l'accident, qui par la suite a connu une profonde détresse émotionnelle et un bouleversement intérieur. Awashish a noté qu'il s'agissait d'un rôle très difficile à jouer. Ce film-là, pour moi, c'est une voix pour les communautés autochtones, pour les Autochtones. Parce que le racisme, ça ne date pas d'hier. On est en 2024, puis c'est toujours présent encore aujourd'hui. La langue atikamekw occupe une place importante dans le film. Jacques Newashish est acteur bien établi. C'est aussi un artiste multidisciplinaire des Wemotaci. Il joue le rôle de David Marcel Ottawa, un interprète de la langue atikamekw qui travaille dans un palais de justice. J'ai connu la personne que j'ai interprétée, David Marcel Ottawa. C'est une personne qui m'a toujours marqué par sa présence, mais aussi le fait qu'il soit là pour les autres. Depuis sa première sur le circuit des festivals des films en octobre 2023, Soleil Atikamekw a remporté plusieurs prix. Je souhaite qu'on répare nos relations entre allochtones, autochtones au Canada. Je souhaite qu'il y ait comme des choses qui se passent puis qu'on passe à l'action. La réalisatrice ajoute qu'elle espère que le public s'identifierait à l'histoire de la nation atikamekw. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La chanteuse Inuk Elisapi a remporté le prix de l'artiste autochtone contemporaine de l'année au prix Juno 2024. Il s'agit du 2e prix Juno de la chanteuse. Elle a remporté le prix de l'enregistrement autochtone de l'année en 2005 pour son album Taïma. La musicienne née à Salouit a remporté le prix pour son dernier album Inuktitut. Cet album en Inuktitut est une compilation de reprises de chansons populaires d'artistes tels que Pink Floyd, Fleetwood Mac et Cyndi Lauper. Lors de son discours de remerciement, elle a déclaré au public qu'Inuktitut n'est pas seulement un album de reprises. Elisapi a interprété Utaima Antasirma, sa version de la chanson Heart of Glass de Blondie pendant la cérémonie. Elle a également été nommée dans la catégorie Illustration d'album de l'année. Ces musiques-là, qui viennent des Blancs, qui viennent des Allochtones, étaient comme sont devenues un peu nos maisons pour notre cœur, comme si on sentait bien dans cette musique-là. C'est comme on nous écoutait, c'est comme on nous tendait la main pour être en amitié. Alors, c'est pour ça que je les ai faits. C'est que ces chansons-là qui étaient vraiment très, très connues, mais malgré tout, ils résonnaient vraiment beaucoup d'émotions pour nous.
Après la pause, un pêcheur Mi'kmaq intimidé par des pêcheurs allochtones en Nouvelle-Écosse. Restez là. Re-bienvenue. Une communauté Mi'kmaq au Nouveau-Brunswick revitalise sa langue, non pas par l'enseignement classique en classe, mais en écoutant parler des aînés. Voici un reportage d'Angel Moore. Ce n'est pas un cours de langue Mi'kmaq typique. Il n'y a pas de professeur désigné. Ici, tout le monde apprend les uns des autres et rit un peu, y compris Vince Barlow de la Première Nation Elsipogtog. Yeah, it brightens up your day, really. You know what I mean? And Mi'kmaq language is a joyous language. Les aînés et les nouveaux locuteurs se rencontrent tous les jeudis au bureau du conseil de bande de la nation Mi'kmaq, Elnu-Minigog, par les Mi'kmaq dans un cadre décontracté. Ces activités sociales linguistiques sont coordonnées par Ashley Sanapas. When you come, you have the opportunity to not only learn the language, but you're learning stories. You're learning about different medicines. You're learning about your ancestors. There's so much that's tied into it that people get to hear about. Harrison Millier vient de la Première Nation Elsipogtog pour participer aux activités sociales. Il affirme que parler Mi'kmaq, c'est établir des liens avec les ancêtres. A lot of times we forgot our ancestors. And when we talk over here and when we bring them back, it brings back that feelings of, you know, they're still around. Yeah. Vince Barlow parle couramment la langue, mais elle dit que les rassemblements l'aident autant que les gens à qui il enseigne. And you remember words that you haven't used for about 50 years. You know what I mean? They come up and they say, oh, yeah, okay. You know, and the simplest of words, you forget because you're not using them. Le rassemblement hebdomadaire comprend de nouveaux apprenants comme Katrina Sock de la nation Mi'kmaq Elnu-Minigog. Learning Mi'kmaq makes me proud to be an Indigenous woman, a Mi'kmaq woman, and just being able to teach my children as well, because I didn't learn a lot of Mi'kmaq from my mother. Jusqu'à présent, Katrina Sock a appris à ses enfants des mots comme This is kind of like a lot of command words like "unka me," like "look at me," "Nestuin, did you hear me?" My favorite at bedtime is "Gezalo," is "I love you." "Namotes," "I'll see you again," and "Ajimpa," "Go to bed." Ashley Sanapas a commencé le programme il y a 3 ans pour que les aînés puissent entendre leur langue et pour enseigner aux autres la culture Mi'kmaq. Elle espère élargir le programme. You know, maybe one day we can have a Mi'kmaq language festival of our own here in our community where we would be able to do these type of things and share our Mi'kmaq language with so many different people. So I sort of have that under my hat of something that I would like to see. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle Nationale d'Op-Étienne, la nation Mi'kmaq Elnu-Minigog. Un mat totémique se trouve actuellement devant le Bureau national des Scouts du Canada à Ottawa. Installé à cet endroit depuis plus de 60 ans, il est maintenant victime de nombreux hivers et de celles de déneigement. Le mat totémique est la création du défunt sculpteur de renommée mondiale Mungo Martin. Il a été donné aux Scouts en 1961. Les Scouts sont en train de déménager dans un autre endroit et le terrain sur lequel se trouve le mat totémique est destiné à être réaménagé. Si le mat doit être enlevé, la nation d'origine de Martin, les Kwakwaka'wakw, aimerait qu'il retourne dans sa communauté d'origine. Dans le cas contraire, le petit-fils adoptif de Martin, Richard Hunt, souhaite qu'il soit restauré. Well, I've always said if it's in the public domain, our totem pole should be maintained. So instead of just letting them sit there for years and kind of fall apart. Il y a plus de 20 ans, le pêcheur Mi'kmaq Alexander MacDonald s'est battu pour les droits de pêche traditionnels. Mais il a finalement décidé de devenir pêcheur commercial. Son statut de pêcheur commercial n'a toutefois pas empêché la disparition de ses casiers à homards et les dommages à son bateau. Voici un autre reportage d'Angel Moore. Voici Alexander MacDonald en l'an 2000 qui lance une batte de baseball sur un agent de pêche tentant de monter à bord son bateau. Après la décision Marshall, en vertu duquel la Cour suprême du Canada a confirmé les droits de pêche issus des traités Mi'kmaq, Alexander MacDonald était l'un des pêcheurs Mi'kmaq qui ont pris la mer dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
défiant l'autorité des agents de pêche fédéraux qui prétendaient que ces derniers pêchaient hors saison et sans permis. Aujourd'hui, McDonald détient un permis de pêche commercial et respecte les règlements du ministère de Pêche et Océans. Il affirme subir encore des fautes de certains pêcheurs non autochtones. It's gotten worse. It's gotten worse since it's gotten worse. You know, Marshall didn't do us any favor. It's gotten worse. These people, the non-natives, they don't want us in the water, period. Normalement, Alexander McDonald et son équipage devraient être partis pêcher, mais ce qui reste de ces cassiers à homards se trouve sur la quai de la gare maritime de Shelburne. Plusieurs de ces cassiers ont disparu et les agents de pêche inspectent ce qui reste. Alexander McDonald affirme que la pêche commerciale n'est pas sécuritaire. We need our own season, and this is the reason. This is the reason. You know, I'm 62 years old, and I've been at this a long time fishing, and it's never stopped. Voici les propos de Joseph Brooks, un membre de l'équipage. Here we are doing the commercial season and we're still not being allowed or disregarded, you know, and being considered outsiders when we're indigenous people to our own country, which is like the worst feeling, I guess you could say that. McDonald a loué un permis commercial de sa bande pour 60 000 $. Il a laissé ses cassiers à la mer en novembre dernier, au début de la saison. Il affirme que ses cassiers ont commencé à disparaître au cours de la première semaine. En moins d'1 mois, son bateau a été laissé à la dérive. Il s'est échoué sur la côte avec des dommages de plus de 60 000 $. A season for a reason is bullshit. You know, it's wrong. It's for them to say that and then to complain, you know, we're not fishing their season, but when we try to fish their season, then they take our gear. Après avoir perdu environ 200 000 $ en prise ainsi que 500 cassiers, Alexander McDonald et son équipage ont retiré les pièges restants au large de la côte de Shelburne, à 200 km sud-ouest de Halifax. I've been debating this with myself for weeks. You know, should I keep going? Should I quit? And then when we lost 12 more traps, I was like, I got to get out. I got to get out. You know, I can't lose anymore. It's just too costly. And you know, I use my day school money that I got from day school and being abused, and now I feel like I'm being abused here. La GRC de la Nouvelle-Écosse affirme avoir ouvert une enquête concernant les allégations de McDonald. Le ministère des Pêches et Océans n'a pas répondu à notre demande d'entrevue avant la date limite. Un reportage de Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Au retour, l'avocat Armand McKenzie répond à la question de la suspension d'un élu dans les communautés autochtones. Soyez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous recevons l'avocat Innu Armand McKenzie pour aborder un sujet sensible tel que la suspension d'un élu ou d'un chef, comme par exemple à Kiksakik. Les populations dans les communautés autochtones ont-elles le droit de demander la suspension d'un élu dans leur communauté? Armand McKenzie, avocat, répond à cette question. Le voici. La question est très sensible, l'enjeu auquel on veut discuter en ce moment. Est-ce que c'est possible de suspendre un élu ou un chef dans une communauté autochtone? Bien, Suzanne, on peut en faire la demande, mais de là à savoir si cela va se réaliser, c'est une autre étape. Alors souvent, dans ce genre de situation-là, Suzanne, il y a comme une espèce d'omerta. Hein? On n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Donc, il y a une omerta autochtone qui existe à ce niveau-là. Mais quand il y a une dénonciation, bien, il peut y avoir enquête. Alors, souvent, c'est des firmes de juristes comptables qui vont évaluer la situation suite à des plaintes et qui vont évaluer les problèmes de gouvernance interne, les problèmes de l'utilisation de fonds publics ou encore les problèmes de comportement des individus ou des leaders autochtones. Alors, oui, on peut faire la demande, mais à savoir si ça va se réaliser, il faut une enquête approfondie. Donc, ça prend des preuves face à des allégations. Alors, c'est souvent, il y a une règle d'équité procédurale qui s'appelle l'audi alteram partem. Il faut entendre l'autre partie et les gens qui sont impliqués dans un dossier. Est-ce que ça se fait que le gouvernement peut s'ingérer dans des situations, dans un conseil de bande, où eux décident, non, on suspend un chef de la communauté? C'est une
bonne question, mais qui demande, il y a une complicité dans cette question-là. C'est-à-dire que les Autochtones, depuis plusieurs années, revendiquent l'autonomie gouvernementale, la souveraineté autochtone. D'ailleurs, il y a eu une décision la semaine dernière de la Cour suprême du Canada qui reconnaît une souveraineté antérieure des peuples autochtones en matière d'élections, donc d'élections locales, donc de coutumières, etc. Donc, on parle du droit de ces communautés de gérer leurs élections. Alors, en conséquence, c'est difficile pour les affaires indiennes, par exemple, ou les affaires autochtones canadiens, d'intervenir dans ce genre de situation. Par contre, il y a des contrats, des ententes de financement très précis. Donc, c'est un contrat légal, donc ça crée des obligations légales de part et d'autre. Le gouvernement fédéral va souvent va transférer de l'argent pour le paiement de programmes et services particuliers en matière d'éducation. À la suite d'une élection. À la suite d'une élection, donc le gouvernement fédéral va dépenser de l'argent pour les organisations, des fonds publics, mais en contrepartie, il y a une reddition de comptes. Alors, les chefs et les conseils ou les dirigeants autochtones doivent bien gérer les fonds. Alors là, s'il y a des plaintes de malversation, d'utilisation de fonds publics, alors là, souvent, il peut y avoir une enquête, même s'il y a eu des élections en bonne et due forme, selon les coutumes locales, etc. Donc, il peut y avoir une enquête à ce niveau-là et probablement qu'il peut y avoir, si les allégations sont fondées, et il peut y avoir des situations où on peut demander que le Conseil soit démis de ses fonctions. Puis, à ta connaissance, est-ce que tu n'as déjà entendu parler que dans une communauté autochtone, il y a un élu ou un chef qui a été démis de ses fonctions? Il faut se rappeler à l'époque, au début des conseils de bande, le gouvernement fédéral avait beaucoup de pouvoir. Donc, le ministre des Affaires indiennes ou le surintendant pouvait retirer des chefs et conseillers à cette époque-là. Alors, donc, ça s'est passé du côté des Six Nations à Brantford, donc chez les Iroquois, donc le peuple Haudenosaunee. Il y a eu, on avait un système traditionnel de gouvernance, mais on les a remplacés par les systèmes de conseil de bande. Donc, la question, elle est complexe. Si une population envisage d'émettre ou de suspendre le mandat d'un élu ou d'un chef. C'est très complexe. Il y a beaucoup d'interventions. Comme je disais, c'est une enquête administrative par des firmes spécialisées, juristes comptables, donc des gens qui connaissent le milieu financier, qui connaissent le milieu légal. Souvent des plaintes devant des organisations des droits de la personne, souvent aussi des recours devant la Cour fédérale, parce que la Cour fédérale a compétence pour revoir les élections qui ont été, où il y a eu des plaintes au niveau par les citoyens. Alors souvent, il peut y avoir ce genre de démarche-là. Alors, mais ce n'est pas acquis, ça coûte cher, et puis ce n'est pas accessible à tout le monde. Tchanashkamadan, Armand McKenzie. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Wenopsich.